Pour toucher mes mollets, en quelle position? À moins que je sois accrochée sur une échelle ou au plafond, je suis assise. Hein. Une fois, il m'a montré une vidéo pornographique dans son bureau. Il a tourné son écran d'ordinateur, j'étais assise donc, en face de son bureau. Et j'ai vu donc, sa compagne faire une fellation à un homme qui filmait donc, lui. Une plaisanterie peut être mal interprétée, c'est des choses que l'on peut voir aussi. Hein. Je suis devenue soudainement incompétente dans la police nationale, à mon grade, étonnamment incompétente. Après 27 ans de service, c'est quand même un peu dur. On peut avoir un sale type qu'il faut corriger, ou quelquefois une femme. C'est la première fois que j'achète pas le calendrier, c'est plein de choses qui font comme ça, que je suis ni avec mon enfant, ni dans la vie, ni dans rien, quoi. Je suis perdue. L'affection, la séduction, où commence le harcèlement? C'est pas grave si une femme se fait mettre la main au cul, on est bien d'accord. Hein. Après tout, elle a bien cherché peut-être. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le terme harcèlement sexuel est une expression tout à fait récente que l'on avait l'habitude de désigner par l'expression droit de cuissage. Vingt ans après la première loi qui sanctionne le harcèlement sexuel, on estime que plus de 200 000 personnes sont confrontées à ce délit destructeur chaque année. Le harcèlement sexuel touche pour la plupart des femmes et très rarement des hommes. Les victimes qui saisissent la justice prennent le risque de briser leur carrière. Aline Rigaud a eu le courage de porter plainte. Il y a 3 ans, elle effectue un stage de reconversion à la mairie de Villefranche-sur-Saône, sous les ordres d'un élu responsable de la sécurité. Le 17 octobre 2009, M. Ducré m'a fait venir dans son bureau parce que je devais lui faire une note sur la vidéosurveillance. Au moment où je vais pour m'installer, là, il s'approche de moi et puis il me prend dans ses bras comme ça et puis il essaie de m'embrasser et je me retourne, enfin je vais en arrière et puis je dis mais qu'est-ce que vous faites? Et puis il me dit, et il était en train de dire mais vous nous quittez. Et je me suis dit enfin ça va pas quoi. Et tout de suite je lui ai dit mais je couche pas. Et là je me suis sentie tétanisée totalement et puis je me suis assise. Je ne savais pas quoi faire parce que donc la seule chose qui m'est venue à la tête, c'est que je me suis dit je suis dans la merde. Gérard Ducré est aujourd'hui âgé de 68 ans. C'est ce qu'il convient d'appeler un notable, secrétaire d'État au tourisme sous Giscard, actuellement député du Rhône et maire adjoint UMP à Villefranche, chargé de la sécurité. Au moins 3 femmes ont fait état de harcèlement, une seule est allée jusqu'à porter plainte. Gérard Ducré est aujourd'hui poursuivi pour harcèlement sexuel devant le tribunal correctionnel de Villefranche. Chaque fois qu'on caresse la main de quelqu'un, alors je vous signale qu'il vaut mieux que vous ne soyez pas en empathie avec quelqu'un le jour où il y a un deuil, une maladie, un moment difficile, on s'est fait virer, etc. Moi, j'ose plus prendre quelqu'un dans les bras. Une femme, c'est embêtant si je l'enlace comme ça. Je pensais que c'était terminé. Manque de chance pour moi. Donc le vendredi, il m'appelle dans son bureau. Il me dit « Venez à côté de moi, je comprends pas, je n'arrive pas à faire mes mails. » Donc je me suis dit je vais l'aider parce que là, je me suis mise à côté de lui. J'étais en pantalon, j'étais toujours en jean à la police municipale. Alors vraiment pas de tenue affriolante, aguichante, hein, on ne peut pas dire. Et là, au moment de regarder son écran, en même temps, hop, il me prend la cuisse comme ça. Donc avec sa main droite, il me prend la cuisse. Il me la touche là, fortement. Il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Et là, j'ai dit, vous voyez ce que vous faites, Ducré? Enfin, monsieur Ducré, vous voyez ce que vous faites? Qu'il ait été tenté par cette femme, à mon avis, c'était son erreur. Bon, parce que j'ai vu. Mais qu'il ait été tenté par elle, pourquoi pas J'ai été prise de surprise, littéralement. J'étais sous le choc. Et c'est là où il peut en profiter, en fait, parce qu'on est littéralement assommé. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et en plus, face à quelqu'un qui ne répond pas. Et on a l'impression de vivre un cauchemar dans la mesure où la personne ne nous regarde pas, donc on n'est rien. On n'est rien. On peut être maladroit dans ce domaine.
Il y a des gens qui sont plus habiles dans la séduction, ils peuvent être dangereux. Et il y en a qui m'ont dit « Ah, pourquoi t'as pas crié ?» et tout, mais de toute manière, on était tout seuls dans les bureaux, il y avait personne à l'étage, j'aurais pu crier. Partir, oui, ça aurait été aussi une possibilité, mais c'est pas si simple que ça. En France, une seule grande association aide les victimes à obtenir justice. Créée il y a 27 ans, elle est à l'origine de la première loi de 1992 qui punit le harcèlement. Sous la présidence de Sophie Péchaud, les 5 juristes de la structure se constituent partie civile et plaident directement devant les tribunaux. Moi, ce qui ressort à chaque fois que je rencontre une femme victime, c'est que c'est elles les guerrières et que tu es forcément obligé de les suivre, tu ne peux pas les laisser tomber. Depuis que je travaille à la VFT, je ne sais pas combien de fois j'ai proposé à des députés, à des sénateurs, à des chefs d'entreprise. Je le dis tout le temps, venez passer une journée avec nous à l'association, venez rencontrer les victimes, elles vont vous raconter elles-mêmes ce dont il s'agit, elles vont vous raconter elles-mêmes ce qu'elles ont vécu. Évidemment, tout le monde se débine. J'ai jamais vu personne accepter cette invitation. Je pense que... Et officiellement, en 2010, sur le millier de plaintes déposées, seuls 35 ont abouti à des condamnations. Marilyn Baldex s'occupe de la procédure de Manon, qui témoigne sous anonymat pour éviter les représailles. Vous vous souvenez quand est-ce que vous avez saisi l'association ? Enfin, en tout cas, vous avez dénoncé le harcèlement sexuel de votre employeur, qui a eu des atteintes importantes sur votre santé. Ensuite, vous avez été licencié. Tout à fait. Donc, moi, je vais prendre connaissance de la lettre de licenciement. Par la présente, notre société vous notifie votre licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis, à savoir insubordination, contestation systématique des instructions vous étant données par votre supérieur hiérarchique, remise en cause de l'autorité de votre supérieur hiérarchique. Compte tenu du contexte, c'est vraiment grotesque. Dans un grand nombre de cas, le harceleur n'a aucunement l'intention de coucher ou d'obtenir quoi que ce soit à caractère sexuel. Il a un comportement qui, lui, est connoté sexuellement, un ensemble de propos, d'actes, de gestes qui sont connotés sexuellement, mais qui n'ont d'autre objectif que de vouloir humilier, de vouloir atteindre dans l'intimité, de vouloir dire c'est moi le plus fort, je vais pouvoir tester tes limites sans que tu ne puisses protester. Ils ne sont pas dans la recherche d'un acte sexuel. Aline Rigaud savait que dénoncer le harcèlement gâcherait sa carrière. Tous les élus de la région ont soutenu leur confrère Gérard Ducret. Et il n'a jamais dit qu'il avait été attiré par moi. Donc, je pense sincèrement que tout comme tout chasseur, je dirais, il voit une proie, c'est-à-dire qui correspond à ses critères, femme seule d'un certain âge, en situation professionnelle incertaine, avec des enfants à charge, donc pas de fric sous-entendu pour payer les frais d'un avocat, qui ne saura pas peut-être et qui n'osera pas se défendre. Voilà la proie. J'en ai trouvé une et j'y vais. Bien fait, hein. Et il y a l'Algérie dedans. Un harceleur n'a pas forcément l'image qu'on s'imagine d'un prédateur. Cet homme s'estime victime d'une machination menée par son ancienne secrétaire qui l'attaque en justice. Est-ce que vous vous souvenez comment ça a commencé? Ah oui, la première, oui. C'était une initiation à la danse de salon. Je sais pas où j'étais, là. Déjà, là, je me dis, mais où je suis? Qu'est-ce que je fais? Je suis avec mon patron. Je suis debout, en train de danser. Enfin, danser. C'était surtout une technique. Il fallait que j'ai ma jambe... Alors là, il faut que ça me revienne. Que j'ai ma jambe droite entre ses jambes. Et ça, mais mon sein gauche
sur sa cravate. C'était les consignes qu'il vous donnait? Ah, tout à fait. Ah, tout à fait, ouais. Moi, je n'y voyais pas de mal. Je n'ai pas du tout forcé cette femme à faire cette expérience de début de danse de salon. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a été le PDG d'une très grosse banque. C'est pas n'importe qui. Moi, la petite secrétaire quoi faire? Qu'est-ce que je vais faire? Quand on me parlait de lui, c'était un dieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez porté plainte? Mon patron me touchait. Les seins, le cou, les jambes, les mollets. Si un jour que je lui touche la jambe, si elle ne refuse pas cette approche, c'est qu'elle y consent. D'ailleurs, je lui ai fait un mail, il me semble, un jour, en lui disant ça. Un peu dans le style l'homme propose, la femme dispose. Et qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que si elle refuse pas, si elle ne dit pas d'arrêter, si elle ne repousse pas une main, c'est qu'elle accepte que cette main la touche. Il a empoigné mon sexe, il a serré avec sa main et... J'ai eu mal. Il a pris son manteau, sa mallette et il est parti sans amour. Le fait qu'il vous agresse comme ça de manière aussi violente et qu'il parte sans un mot, c'est aussi quelque chose qui est souvent décrit par les victimes. Ça enlève de la réalité à l'agression qui vient de se passer, parce que quelqu'un qui vient d'agresser comme ça, et d'un coup, à un instant T, c'est un agresseur, à un instant T plus 1, ça redevient un supérieur hiérarchique avec son manteau, sa mallette. Le fait que ce soit absurde empêche de réagir. La réaction, je l'avais pas au bureau, mais je l'avais chez moi. Toute seule, entre 4 murs. Je me suis tapée dessus, ouais, à un point où j'avais les marques de mes mains au visage. Je pense que si j'ai réagi comme ça, c'est que j'avais pas de réaction de ma part. Quand il me clotait et que je réagissais pas, c'est plus ça. Il m'a quand même bien humiliée. Et c'est pas moi, ça, je me reconnais pas. Depuis 3 ans, Najat est plongée dans un sentiment de culpabilité. Sa passivité provient d'un stress extrême. Le phénomène a été découvert grâce à des recherches scientifiques destinées à soigner les vétérans et les prisonniers de guerre victimes de torture. En tant que médecin qui travaille depuis plus de 20 ans sur les questions de violences sexuelles, particulièrement de harcèlement sexuel au travail, on fait aussi beaucoup de recherches cliniques pour comprendre pourquoi les personnes présentent tous ces symptômes, quels sont l'impact sur le cerveau. On pourrait réfléchir à des recherches vraiment précises autour des mécanismes de sauvegarde qui se produisent dans le cerveau au moment du stress extrême et qu'est-ce qui se passe exactement au millième de seconde près à ce moment-là. Ça, on a encore plein d'inconnus. Une étude scientifique publiée dans la prestigieuse revue internationale Science vient de révéler les traumatismes au niveau du cerveau, tant sur la mémoire que sur l'impossibilité de réagir. L'expérimentation a été menée sur des souris. Nous savons que chez le sujet humain, l'exposition à un stress extrême, tel qu'un viol, un harcèlement sexuel ou un attentat terroriste, peut provoquer un syndrome de stress post-traumatique. Mettez-vous à la place de la souris. Imaginez-vous qu'un jour, vous rentrez dans une pièce nouvelle, de laquelle vous ne pouvez pas sortir, vous entendez une sirène. Si l'expérience de stress a été trop intense et qu'en plus elle a été combinée à une sécrétion excessive de l'hormone de stress, alors vous allez développer un syndrome de stress post-traumatique. Si bien que vous allez exprimer une réponse de peur en entendant la sirène.
sur la souris, il y a cette immobilisation au moment de la violence et on se dit à chaque fois, mais pourquoi j'ai pas bougé, pourquoi j'ai pas parlé, pourquoi je suis restée paralysée là comme une idiote, donc c'est n'importe quoi, je suis débile. Ensuite, on a cette impression qu'on allait mourir et puis d'un seul coup, on ne ressent plus rien, donc on a aussi une sensation d'irréalité, on ne comprend pas bien, on se rappelle pas des choses les plus importantes qui se sont passées, ce qui bénéficie souvent aux agresseurs, parce que justement, cette altération de la mémoire qui peut aller jusqu'à un trou noir. Du coup, il y a une bonne partie souvent des violences qui passe à l'as, qui n'est pas racontée par la victime. Soit qu'elle ne peut pas le raconter parce que c'est trop difficile, ça réveille trop sa mémoire traumatique, soit parce qu'elle ne s'en souvient pas. Et nous, tout notre travail, ça va être de reconnecter tout ce circuit pour que les choses se remettent en marche normalement. On commence à comprendre comment le cerveau disjoncte au moment du stress. En France, les psychiatres n'ont pas encore de formation sur les mécanismes internes de la mémoire traumatique. Manon n'a pas bénéficié de cette nouvelle approche. Pour la soigner, on lui a administré des médicaments. Elle sort de l'hôpital pour retourner chez elle avec l'angoisse de rechercher du travail. Ce qui me fait peur, c'est demain, quoi. Me présenter à l'autre, me vendre à l'autre, ça, par contre, c'est ma bête noire. Mon fils a fait un coma diabétique. Je me sentais particulièrement faible. Mon supérieur hiérarchique, d'un seul coup, est venu me proposer son soutien. Donc aller boire un café avec lui, ça me changeait les idées, mais pas au point de coucher avec lui. J'étais prête à pardonner la faute humaine. Au début, quand il a fait une opération charme, on pouvait supposer qu'il n'abuserait pas de ses fonctions. Quand j'ai compris qu'il abusait de ses fonctions, qu'il faisait un chantage sur les voitures de service, téléphone de service, les primes au mérite, je lui ai dit que je n'étais pas rentrée dans la police pour me prostituer. Je pensais encore que c'était des petites choses. Je ne pensais pas que ça méritait d'aller devant un tribunal. Quand il m'a virée de mon poste, je pensais encore qu'on était dans la faute humaine. Quand la hiérarchie m'a dit on le couvrira, vous pouvez vous suicider, personne ne témoignera pour vous, on en trouvera pour témoigner contre vous. J'ai considéré qu'il fallait dénoncer le système. À un poste relativement prestigieux, est-ce que tu pouvais imaginer que ça pouvait t'arriver? Une telle dégringolade, simplement pour avoir dit non? C'était hors des cadres administratifs. Il n'était pas possible de me déplacer de mes fonctions verbalement. Pour moi, c'était inconcevable. Moi, je suis un serviteur de l'État, mais je n'avais pas compris que je devais aller jusqu'à ce point-là pour bien servir l'État. Sophie n'a reçu aucune aide du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui était son supérieur hiérarchique. Normalement, ces frais d'avocat devaient être payés par l'État dans le cadre d'une protection judiciaire accordée à tous les fonctionnaires. Son harceleur en bénéficie, mais pas elle. De son côté, la VFT a écrit au ministre, mais la lettre est restée sans réponse. On va forcément y arriver. On va y arriver parce que c'est juste. Moi, j'ai plutôt envie de m'adresser à toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses, qu'ils soient femmes ou hommes politiques, membres du gouvernement, parlementaires, syndicalistes, policiers, gendarmes, magistrats, etc. Enfin, toutes les personnes qui se trouvent à un moment sur le chemin des victimes. Et quand est-ce que vous vous y mettez? C'est quand? Enfin, sachant que ça peut pas être dans 10 ans. C'est une urgence parfois vitale pour ces femmes. Depuis l'affaire DSK, les langues se délient. Le nombre de femmes qui sollicitent l'association a augmenté de 30%. Au cœur du pouvoir, à l'Assemblée nationale, nous savons que le phénomène existe. Marilyn Baldec va rencontrer le syndicat des assistants parlementaires pour les aider. Comment vous, alors, qui êtes des relais d'opinion auprès de vos parlementaires, vous pouvez les sensibiliser à cette question? Une réunion d'information sur le harcèlement sexuel, y compris dans le milieu politique et parlementaire? On mettrait le harcèlement sexuel professionnel pour... Au travail. Au travail. Y compris dans le milieu politique et parlementaire. Quelle réponse? Alors,
Est-ce que le mot victime, par exemple, te convient? Est-ce que justement, ça fait pas un peu, ça fait pas peur? Avant même de parler de la question des réponses aux victimes, il y a d'autres questions à se poser. Alors, Il y a d'abord de quoi on parle. Il y avait une collègue, voilà, on lui proposait une boîte à partouze. Le type lui disait, on va faire un dîner fin et ensuite on va aller dans une boîte à partouze. C'est pas la même chose qu'un dîner au restaurant, une boîte à partouze. Là, il y a une différence de nature. Quand tu dis le type, donc c'est un député? Ouais. D'accord. Tout a explosé beaucoup plus tard. Et naturellement, le fait qu'elle ait refusé les avances de ce monsieur a fait que le monsieur a rompu le contrat de travail en disant cette personne ne sait pas écrire. Et à un moment, la collègue, elle avait même oublié le harcèlement sexuel. Elle disait, mais comment ce monsieur peut dire que je ne sais pas écrire? J'ai fait Sciences Po. Est-ce que je suis si mauvaise que ça, quoi? La personne finissait par douter. Oui. À part toi, Jean-François, qui les accueille dans des états des fois pitoyables, il n'y a rien dans la structure qui existe pour aider les collègues à qui ça arrive. Hein? C'est auprès des 3 questeurs, sorte de super députés en charge du fonctionnement interne de l'Assemblée nationale, que Jean-François Cassan va relayer la parole du syndicat. Crochet aussi, vous faites pas gauler vos places. Est-ce que vous êtes gentil? Il faut vous grouper un petit peu par là. Vous êtes le questeur principal, c'est ça, hein? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour des ennuis. On a tous des spécialités différentes. Oui. Cela fait des années que Jean-François Cassan recherche un véritable interlocuteur pour évoquer les problèmes des victimes. Il faut que j'aille voir le questeur, son collègue. Le questeur, comment il s'appelle déjà? Comme ils sont trop, en fait, c'est assez facile de se renvoyer l'ascenseur. Ah oui, mais cette question-là, c'est pas moi, c'est l'autre. Et si on va voir l'autre, il dira non, c'est pas cette question-là je ne traite pas cette question, c'est mon collègue. Allez voir mon autre collègue qui dira non, c'est pas moi qui la traite cette question, c'est mon autre collègue. Voilà. Ouais, ça. Non, il n'y a pas de problème de harcèlement sexuel à l'Assemblée nationale. Si on avait connu ça, bien sûr qu'on serait dans une très grande réaction, très vive et très tonique. Avant d'être élue députée, Martine Billard avait toujours réussi à repousser des avances excessives par un coup de pied bien placé. Mais à l'Assemblée nationale, elle s'est rendue compte qu'il n'est pas évident de se défendre. Au début, c'était ça, c'était des compliments sur le travail, et ainsi de suite, qui était assez surprenant, parce qu'en plus, on n'était pas du même bord, donc c'est toujours un peu surprenant. Puis c'est devenu de plus en plus insistant, et c'est effectivement passé à des choses plus personnelles, sur ma manière d'être, sur la personne, et ainsi de suite. Juste que je vous dis, donc, à coller, quoi, à essayer d'arracher le fait de m'embrasser, et ainsi de suite. Y compris devant d'autres collègues. Hein. Je pense que ça devait l'exciter, en plus, de se dire que s'il pouvait se payer une écolo féministe, je crois que c'était vraiment ça, en plus. Moi, j'avais envie de taper, franchement, je le dis, quoi. J'avais vraiment envie de lui taper dessus, quoi. Je pouvais pas. Étant un personnage public en tant que député, vous l'êtes, donc vous savez que quand vous allez sur la place publique avec une telle affaire, vous savez pas comment ça se termine pour vous. En plus, moi, je me disais, mais si moi, en tant que député, il ose, mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres situations où il est en position d'avoir le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous du droit de cuissage. Le scandale, il n'est pas consubstantiel du XXIe siècle, ni même du XXe, mais il est très, très antérieur à tout ça. Donc, le roi faisait ce qu'il voulait, avec qui il voulait, comme il voulait. Chantal Joanneau a gravi rapidement les marches du pouvoir exécutif
comme conseillère du président de la République, secrétaire d'État, puis ministre, avant d'être élue sénatrice. Ils se méfiaient de moi. J'étais quand même championne de karaté, dans l'équipe de France depuis longtemps. J'ai eu travaillé pour la police, donc forcément quelqu'un qui était peut-être moins malléable ou pas malléable du tout. Qu'est-ce qu'on vous dit si vous le dénoncez? On va dire que le ringard, c'est une chose, mais on va dire que vous voulez faire parler de vous, qu'on va vous culpabiliser parce que vous donnez une mauvaise image des politiques. Et qu'il y a déjà suffisamment de dénigrement à l'égard des institutions et des politiques. Si en plus vous donnez une mauvaise image, vous vous mettez au banc. Le harcèlement sexuel, ça a toujours existé. On en a pris conscience il y a quelques années. Et aujourd'hui, il faut faire très très attention. Parce que le moindre truc, il y a des gens qui sont conviviaux, qui plaisantent, qui machin. La plaisanterie peut être très mal prise et ça devient du harcèlement. Moi, je veux dire, à un moment donné, oh les gars, soyons cool, hein, vivons un peu tranquillement aussi. On ne va pas voir non plus systématiquement le mal. 95% des hommes politiques ne sont pas du tout comme ça. Simplement, il ne faut pas laisser passer les 5 ou 10% qui restent. Il ne faut pas secourir des petites velléités, il faut qu'ils comprennent qu'on va réagir. Comme les hommes réagiraient si on les agressait. Vous m'aviez préparé ça un peu plus tard. Voilà ce que vous m'aviez demandé, donc j'ai fait. Le harcèlement sexuel au travail. J'ai vu que c'était 3 fois moins puni qu'un simple vol à l'étalage. Moi, je ne connais pas ça par cœur. Vous me l'apprenez. Je vais regarder. Il me semble que le harcèlement sexuel, dans la mesure où il est prouvé toujours, parce qu'il faut toujours faire attention à l'interprétation, c'est un peu plus important qu'un vol à l'étalage. Donc ça serait bien de rectifier les choses. Vous en êtes sûr? C'est quelque chose que je ne savais pas, ça. Ça paraît incroyable. Non, mais on comprend. C'est passible d'un an prison maximum et 15 000 € d'amende. Et le vol à l'étalage? 3 ans, 45 000 €. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui les gêne dans tout ça? Qu'est-ce qui gêne en fait toute notre représentation parlementaire dans l'idée de donner des droits effectifs aux femmes qui leur permettrait de mettre en cause un homme pour harcèlement sexuel. Jusqu'à la toute dernière réforme, le harcèlement sexuel, c'était le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Rien n'indiquait en quoi consiste le fait de harceler autrui, ni les modes opératoires des harceleurs, ni les effets sur les victimes. Pourtant, le sénateur Pilet n'en démordait pas. C'était le plus ardent défenseur d'une loi trop imprécise. Je pense, et je ne suis pas le seul, toute la commission des lois l'a pensé, toute tendance confondue, qu'on a actuellement le meilleur arsenal juridique pour répondre aux objectifs qui étaient les nôtres. J'ai derrière moi les magistrats qui vous disent tous de manière unanime, le texte qui existe, il est correct, ça suffit, et si on veut réprimer là-dessus, on peut. J'ai été suivi par l'unanimité des sénateurs, l'unanimité des députés. Je suis quand même en bonne compagnie. Une compagnie à 80% masculine. En 2010, François Pilet bloquait toute réforme en vue d'améliorer la définition du délit, avec l'accord du gouvernement représenté par Nadine Morano. L'association a écrit à Madame Morano. Ceci étant, cette lettre a été envoyée à toutes les parties concernées, puisqu'elle a été envoyée également au ministre de la Justice, qui était Madame Alliot-Marie. Elle a été adressée au président du Conseil constitutionnel, parce qu'on pensait déjà à l'époque que le délit de harcèlement sexuel posait problème au regard des principes juridiques garantis par la Constitution. Toutes ces personnes ont été informées des positions défendues par l'association sur la critique du délit. Madame Morano ne nous a pas répondu. Honnêtement, ça me dit rien cette lettre, parce que c'est pas des choses qui ont été évoquées lorsqu'on a réuni les associations. Hein. Ça me dit rien du tout. Avec le recul, je crois que, au-delà des phénomènes de harcèlement sexuel qui sont lourdement sanctionnés aujourd'hui par notre législation, il y a à avoir, en termes d'éducation, une approche respectueuse. C'est ce que nous faisons à travers les guides que nous diffusons, pour le respect des genres. Compliqué tout ça. Mais rassurez-vous, sur le terrain, je crois que ça marche pas si mal.
Et pourtant, seuls 3,5% des plaintes aboutissent à des condamnations. L'absence de sanctions profite aux harceleurs qui peuvent au fil du temps affiner leurs méthodes et accumuler les victimes selon un cycle de violence sans fin et toujours plus cruel. Il y a vraiment quelque chose qu'on remarque, je pense que c'est vraiment dans tous nos dossiers, c'est vraiment des personnes qui vont tester le risque qu'ils prennent. Quand ils sentent que vraiment, là, ils sont allés trop loin, ou ils risquent d'aller trop loin, ils arrêtent, ils attendent que la pression retombe, suffisamment longtemps pour que la victime puisse se dire « Enfin, il a compris que j'étais pas d'accord, enfin, je vais pouvoir travailler normalement », baisse la garde. Et c'est à un moment où elle rebaisse la garde complètement que le harcèlement sexuel recommence. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche à chaque fois. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé plus tôt ? Parce qu'il y a eu ces phases-là où ça allait mieux au travail. Je pensais qu'il avait compris. Et puis, on a plus classiquement la stratégie du bon copain au départ. La stratégie au contraire du tyran, enfin de la personne qui a un comportement tellement violent, qui terrorise tout le monde et personne n'est en mesure de lui dire non. La stratégie du chantage au travail, la stratégie du brouillage de la norme, mais non, c'est pas du harcèlement sexuel, c'est juste pour rire, c'est toi qui n'as pas compris, c'est toi qui es coincé, etc. Décrypter les stratégies, ça nous paraît évident à nous parce qu'on traite toutes ces histoires, toutes ces situations. Mais je me suis rendu compte hier dans le dossier que je plaidais à Nantes que c'est pas le cas. Que les juges vraiment écoutaient et on les sentait réfléchir en se disant « Ah d'accord, il n'est pas malade cet homme-là. Eh ben non, il n'est pas malade, il sait très bien ce qu'il fait, il connaît bien la différence entre le bien et le mal et il choisit d'agresser, quoi. » Il avait commencé par être sympathique, limite un peu protecteur. Puis, au fur et à mesure, il a commencé à s'intéresser de plus en plus à moi, jusqu'à me faire des propositions sexuelles. Ça a duré 1 an. Il y a des jours où il sentait plus que d'autres que j'étais particulièrement réticente et que j'aurais peut-être la force de le dénoncer, donc il me menaçait. Il m'a fait un signe comme ça. Il vous fait encore peur ? Je sais qu'il me fera... je pense qu'il me fera quelque chose, mais... il ne le fera pas lui-même. Donc là, on est à 2 ans. 2 ans plus tard. Dans votre dossier, qu'est-ce qu'on a ? On a des mails pornographiques. Des mails carrément zoophiles, des mails coprophiles. Il avait pris l'habitude de siffler quand j'avais un mail sur ma boîte mail. On a la preuve que vous n'avez cessé de dire non. On a, pour parler d'un point de vue purement juridique, un dossier parfait. Et pourtant, tout premier dysfonctionnement, c'est que dans la mairie, vous n'êtes pas entendu. Je leur avais précisé que mon chef m'avait également proposé une arme en l'échange de mes faveurs sexuelles. Et donc, ils ont exigé de moi que je récupère cette arme. Et c'est devenu donc la condition sine qua non pour que je puisse être extraite immédiatement du service. Donc, ils m'ont invité à continuer à me faire harceler. Là, c'est très simple. Quand vous avez une avalanche de mails grossiers, quand vous avez une avalanche de SMS, quand vous avez des poursuites automobiles, quand vous avez le fait qu'on vous téléphone tous les soirs, c'est facile, ça, c'est des faits, c'est des faits matériels. N'importe qui compulserait votre dossier trouverait ça complètement dingue que la justice n'ait pas donné suite. Et donc, pourtant, il y a un classement sans suite. Le procureur a stoppé toute poursuite, estimant que la sanction pouvait être décidée en interne. Inadéquate envers moi. Ça méritait une révocation de la fonction publique, hein, très, très clairement. Il est toujours directeur de police municipale dans une autre commune. Oui. Mais comme il a été blanchi au conseil de discipline, officiellement... Aujourd'hui avait lieu le procès de Najat contre son directeur de banque, amateur de danse. Elle sort de l'audience. Elle espère que la justice reconnaîtra enfin la gravité des faits. Pour vous, ça serait une victoire, cette condamnation pour harcèlement sexuel ? J'ai reçu... En fait, non, j'ai été agressée. Ça représenterait quoi ? C'est énorme, ça change tout. D'être reconnue... J'ai été agressée sexuellement, oui. Oui. Les préjudices découlent à la fois des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc, comment départager et comment ? Ils vont faire ça à la louche, j'imagine. Comme d'habitude. La décision de justice est reportée à quelques semaines plus tard. Il a osé me dire au revoir. Ouais, j'ai répondu pervers. Oui, voilà. Ça fait du bien.
Minimiser les faits permet aux magistrats de faire des économies de procédure. Les dépenses pour harcèlement coûtent moins cher que celles pour agression ou pour viol, qui demandent des expertises psychologiques. On nous a expliqué que le parquet travaille à flux tendu. C'est-à-dire qu'on sacrifie un petit peu la loi, l'application de la loi, et également la santé des victimes, tout simplement par des considérations d'ordre économique qui n'ont pas lieu d'être. Le 29 février 2012, une épée de Damoclès pointe vers l'ensemble des victimes de harcèlement sexuel. Elle se cache derrière 3 lettres, QPC, comme question prioritaire de constitutionnalité. Inter 13. On n'a pas fini de mesurer l'onde de choc provoquée par la réforme constitutionnelle de 2008 et notamment la fameuse question prioritaire de constitutionnalité, car désormais, tout citoyen peut remettre en cause une loi votée et le Conseil constitutionnel peut l'abroger purement et simplement, même si elle est en vigueur depuis des années. C'est le dernier recours qui reste à Gérard Ducret. En appel, il a été condamné à 3 ans d'inéligibilité et à 3 mois de prison avec sursis. Son avocat va mettre au point une stratégie implacable. Je veux l'abrogation totale de cette loi, d'abord pour le client. Il est victime de la loi, qui est inconstitutionnelle, et il a été victime aussi de mauvaises appréciations faites par les juges. Voilà pourquoi nous allons devant le Conseil constitutionnel. Vous aussi, vous souhaiteriez que cette loi soit abrogée? Alors, nous, ce qu'on demande, techniquement, c'est effectivement également l'abrogation de la loi. Sauf que M. Ducret demande qu'elle soit abrogée immédiatement, alors que nous demandons qu'elle soit abrogée dans plusieurs mois, donc que l'effet de cette abrogation soit différé, de sorte que le Parlement puisse réécrire le texte dans l'intervalle pour qu'il n'y ait pas de vide juridique. Si la loi est abrogée tout de suite, ce sont toutes les procédures en cours qui sont annulées. Et donc des femmes qui commencent déjà à nous dire ça fait 4 ans que je suis en procédure, que je me bats. Si demain ma procédure est annulée, ça aura été complètement vain et ça, c'est pas de la justice. Moi, je trouve que c'est un vrai angle mort de la classe politique, un vrai angle mort de la société française. Je trouve que c'est assez franco-français. C'est-à-dire que même en Italie, à un moment ou un autre, avec les histoires de Berlusconi, voilà, ça a fini par lui péter à la gueule, quoi. C'était à un moment, c'était trop. Aline Rigaud monte à Paris, inquiète. Le Conseil constitutionnel va statuer sur un problème de droit, indépendamment des faits qui ont permis de condamner Gérard Ducret. La raison pour laquelle vous allez me détester à la fin de cet entretien, c'est que dans un cas comme dans l'autre, que la loi soit abrogée immédiatement, que la loi soit abrogée dans 1 an pour laisser le temps au Parlement de relégiférer, dans tous les cas, votre procédure est abrogée. À vous. D'accord. Voilà, c'est là où je veux... C'est là où mes frais d'avocat, donc c'est bien. Où je recommence et je paye 4 400 € de ma poche. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas porter plainte pour des faits pour lesquels on avait déjà porté plainte. On ne peut pas réintroduire une instance... Donc en fait, je suis foutue. Sur un nouveau fondement. D'accord. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'était important de vous rencontrer. C'est parce que... En intervenant dans cette procédure, nous, on a vraiment une fenêtre de tir qui est extrêmement restreinte. Il aurait fallu, pour préserver votre procédure, qu'on s'oppose, qu'on dise non, le délit est parfaitement constitutionnel, il faut le garder tel qu'il est. Non, alors il ne gagne pas à tous les coups, parce qu'il y a une possibilité. C'est que le Conseil constitutionnel ne valide ni ses analyses, ni celles de la VFT. Et par contre, retiennent celles qui sont présentées par le gouvernement, qui consistent à dire que le délit pénal de harcèlement sexuel est formidablement bien rédigé et qu'il n'y a aucune raison de le réécrire. Ça sera pas le cas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ben moi, ça me donne envie de repartir chez moi, c'est tout, quoi. Parce que ça fait plus de 2 ans que ça dure, cette histoire. Je suis épuisée. Et
aussi. Et voir comment elle peut s'en sortir alors que j'étais vraiment toute seule. Je vois pas l'intérêt de rester là, franchement. C'est en simple spectatrice qu'Aline Rigaud va assister à l'audience qui examine la loi sur le harcèlement. 2 femmes vont siéger au milieu de 7 hommes. Parmi eux, 2 membres connaissent Gérard Ducret. Jacques Barrot et Hubert Haenel ont fait partie du même gouvernement que lui sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Monsieur Ducret se trouverait avoir été condamné par une loi abrogée. Et par conséquent, il n'y aurait rien eu. C'est comme si un nuage était passé et que le soleil soit revenu. Et là, je me réjouis beaucoup de ce qu'une association de victimes soit d'accord avec nous sur le fait que d'abord, la règle du jeu doit être définie. Capital. C'est capital, y compris et surtout quand on parle d'un jeu, entre guillemets, sexuel. J'ai l'honneur de connaître 80% des membres du Conseil constitutionnel, voire 90%, et que pour moi, c'est un grand honneur, un réel plaisir, après 53 ans de barreau, de venir devant eux ici. Jamais j'aurais songé à le faire. Même si j'ai confiance en la justice, là, c'est pas des vrais juges pour moi. Toujours dans l'intérêt de M. Ducret, je vais passer la parole à Maître Soulier. Mesdames, messieurs, 53 ans de barreau et très honoré d'être devant vous. Couronnement, j'espère non, parce que je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, même active, ces temps-ci. Il se trouve que, par les circonstances de la vie, j'ai plaidé pour M. Ducret, à Villefranche-sur-Saône et devant la cour d'appel. Je le connais depuis longtemps, ce sera ma première observation. Il m'a battu aux élections législatives de 1973. Mon suppléant m'a un peu vengé puisque son père a été élu 14 ans président de la République à l'époque. Et puis les choses ont évolué, changé, j'ai bougé. Et je connais M. Ducret depuis toujours. Je l'ai retrouvé avec plaisir comme avocat. Moi, j'ai une amie. Bon, j'ai travaillé avec elle dans un bureau il y a très longtemps. Pendant toute une partie de notre travail commun, elle me disait « Quand un tel téléphone, tu prends le téléphone, je ne veux pas lui répondre. J'en ai assez. » Elle est maintenant mariée avec lui depuis 30 ans. Et je ne suis pas sûre qu'à un certain moment, elle n'ait pas vécu cela comme un harcèlement qui, à mon avis, je vous le dis très tout crûment, était nettement sexuel, en vue d'obtenir la bague au doigt en l'espèce. Quinze jours plus tard, le Conseil constitutionnel publie sa décision sur Internet. C'est pas possible. Si, tout à fait possible. Alors, on se met sur le site du Conseil. C'est contre la Constitution. Punaise. Abrogation totale et immédiate. Oh punaise, c'est pas vrai. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Oh, putain. C'est bon, DSK, il peut y aller. En France, il n'y a aucun problème. C'est vraiment dégueulasse. En plus, toutes ces femmes, ça va déjà qu'on a du mal à se faire entendre. Mais là, on n'a plus de recours. On peut dire, c'est à cause de moi que... aussi,
que la loi est abrogée, quoi. Si j'avais pas porté plainte. Toutes nos affaires en harcèlement sexuel, elles tombent. Et les plaintes, c'est même pas la peine de les déposer. C'est la cata. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de lundi, on prend notre téléphone, on appelle toutes les victimes. Ouais. AVFT, bonjour. Les dispositions de l'article 62 réservent au Conseil constitutionnel le pouvoir de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps les effets. Oui. Donc il a le choix. Eh bien non. Ils ont le choix, ils ne le prennent pas. Difficile de comprendre une abrogation aussi immédiate, surtout quand elle concerne plus de 2000 victimes. Toutes les autres cours suprêmes du monde prennent le soin de motiver longuement et précisément leurs décisions. Vous en voulez, j'imagine, beaucoup aux législateurs aujourd'hui, aux députés, aux sénateurs, au gouvernement, aux élus dans leur ensemble. On est obligé de dire qu'un certain nombre de personnes et d'institutions portent une très lourde responsabilité. Je peux citer des noms, Nadine Morano, qui s'est opposée contre vents et marées à ce que la loi soit réformée en 2010, Pillet, sénateur, idem, mais voilà, tous les ministres de la Justice successifs qui ont toujours considéré que nous avions tort quand nous disions que la loi n'était pas légale et n'était pas constitutionnelle. Lorsque j'ai porté plainte, j'ai pas porté plainte que pour moi, j'ai porté plainte pour toutes les femmes qui ne pouvaient pas non plus porter plainte parce qu'elles subissent des pressions. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Je n'y crois pas, dans la mesure où on est en France en 2012. J'ai l'impression de me trouver dans un régime politique réactionnaire. L'actualité ce midi, c'est aussi la loi sur le harcèlement sexuel abrogée par le Conseil constitutionnel ce matin. Trop flou, toutes les procédures en cours sont annulées. Simplement été effacée du code pénal ce matin. La loi sur le harcèlement terrible pour les sexuel, victimes. Les procédures en cours sont en quelque sorte annulées comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je trouve ça d'autant plus injuste et choquant que sur d'autres décisions, je pense par exemple à la loi sur les OGM, le Conseil nous avait donné un délai pour pouvoir effectivement modifier la loi. Et en général, on donne un délai pour pouvoir modifier la loi. C'est même pas on est désolé, on est désolé, c'est méprisant comme mot. Non, on s'excuse. On s'excuse au nom de toutes les institutions parce que c'est pas bien ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Ça va? J'ai mangé du lion, faut pas se laisser abattre, quoi. Franchement, à notre époque, ça paraît inqualifiable de supprimer ce genre d'infraction. C'est quoi? C'est permis comme permis de tuer, quoi. C'est permis de chasser. Manon apprend que sa procédure est classée sans suite. Anéantie, elle se sépare à nouveau de son fils pour retourner dans sa clinique. Après un parcours financier et juridique qui relève du meilleur entraînement de commando, on dit, madame, après tout ça, la justice a disparu. Le délit n'existe plus. Je pense que c'est pousser les gens au désespoir, qu'il y a des gens qui se suicident, et des fois pour moins que ça. Si on me bafoue là, je recommencerai. Je vous le dis. Najat a avalé une trentaine de pilules de somnifères pour mourir. Quelques jours plus tard, elle revient au palais de justice. Les juges vont rendre publique leur décision. La force, je l'avais pas cette force, c'est tout. Donc les pompiers sont arrivés tout de suite. Les pompiers sont arrivés, la situation était assez critique. J'ai dormi vraiment 3 jours. Est-ce que ça t'a fait du bien de dormir 3 jours? Ah ouais, qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Ça fait du bien de se réveiller aussi? De sortir de ces 3 jours? Quand on se réveille, on pense à quoi? Qu'on va se battre. À la douleur. La meilleure décision qu'ils puissent rendre aujourd'hui, c'est une décision directement de condamnation pour agression sexuelle. Et juridiquement, il n'y a rien qui l'en empêche. Puisque la loi n'existe plus, le tribunal déclare que toute la procédure est annulée. T'as gagné, t'as gagné. T'as gagné. Putain, je peux pas. Je peux pas. Je leur rappelle
pas le dernier mot. Je te le promets, il n'aura pas le dernier mot. Comment il peut s'en sortir? Aujourd'hui, nous réfléchissons à une procédure judiciaire visant à mettre en cause la responsabilité de l'État contre les harceleurs et contre les violeurs. Attaquons, résistons, attaquons. L'abrogation du Conseil constitutionnel provoque de profondes réactions dans toute la société. Et moi, je vois une seule raison, hein, c'est une décision de copinage. Il fallait éviter qu'il y ait des candidats aux élections avec l'étiquette infamante de poursuite pour harcèlement sexuel. C'est uniquement, c'est le seul motif, sinon on ne peut pas comprendre pourquoi ils se sont précipités. Nous avons déposé plainte contre le Conseil constitutionnel donc pour trouble à l'ordre public et mise en danger des personnes victimes de harcèlement sexuel. La plainte est immédiatement classée par le procureur. Mais la décision du Conseil constitutionnel a provoqué un tel choc dans l'opinion publique que le nouveau gouvernement fait voter en urgence une loi plus sévère pour punir les harceleurs. On peut se demander comment elle sera appliquée au vu des retards que la France a pris sur les autres grandes démocraties. Il reste toujours, comme Aline Rigaud, plus de 2000 victimes pour qui les combats sont terminés. Plus de 2000 femmes qui n'ont plus droit à la justice et sont mises à l'écart de la société. C'est à l'État français de prendre ses responsabilités. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un rendez-vous soit avec vous, soit avec le président pour puissiez nous expliquer cette décision d'abroger l'article de loi. Je vais lui demander au cas où je vous rappelle. Pardon, vous pensez que... Je lui demande au cas où je vous rappelle. Demandez, je vous réponds, on ne va pas commenter. Donc vous refusez de communiquer? Il y a une urgence particulière? Vous l'aviez eu l'autre fois? Oui, mais j'avais une nouvelle question à lui poser. Vous avez une nouvelle question. D'accord, ouais. Je lui fais part de votre appel. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir.